Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, la deuxième partie de comment se vendre en entretien. Je ne sais pas s'il y a déjà du monde ou pas. En tout cas, on va commencer, il est 13h30 et ce deuxième opus là va être la suite sans surprise, du premier où on s'est interrogé sur comment aborder un entretien d'embauche. Je vous ai proposé, pour faire un petit remake rapide du premier, l'approche était de dire qu'on a souvent des conseils techniques pour réussir un entretien, mais on n'a pas forcément une approche globale de l'entretien qui soit complètement en phase avec ce qu'attend un recruteur ou quelqu'un qui est en face, opérationnel, RH. Et en gros, il y a un peu deux écoles. Il y a ce que cette personne-là va attendre de vous et il y a ce que vous attendez de l'entretien. Et donc, mon point dans ce premier épisode, c'était de vous rappeler, en tout cas d'essayer de vous convaincre, parce que voilà, évidemment, je n'ai pas la science infuse là-dessus, mais d'essayer de vous convaincre qu'on ne sait rien de qui on a en face de nous et de ce qu'on a en face de nous comme problématique. C'est le fameux iceberg qui est encore derrière moi. Et ça peut paraître paradoxal, mais que la chose au final la moins importante dans un entretien d'embauche, c'est nous, c'est le candidat. Je sais que c'est un peu violent à dire comme ça, de but en blanc, mais n'hésitez pas à réécouter le premier entretien pour comprendre pourquoi je vous dis ça. Enfin, le premier épisode. Et donc, tout ça, c'est une grande invitation à se décentrer de nous-mêmes et à s'inspirer des techniques de vente, donc des techniques commerciales, pour essayer d'être convaincant, convaincante. Et en fait, il y a vraiment une sorte de b.a.-ba du commerce qu'on peut très bien appliquer à l'entretien d'embauche. Et donc, la dernière fois, j'étais un peu à l'arrache, c'était pas complètement prêt. Et voilà, cette fois-ci, on va vraiment aller dans le détail. On va parler technique, on va parler profil client, on va parler contexte, besoin, contrainte, closing. On va aller répondre à la question. En fait, la semaine dernière, j'ai seulement effleuré la question et posé le décor. Là, on est là pour aller mettre du concret. Et ça va prendre du temps. Donc, n'hésitez pas à vous installer tranquillement. Toujours pareil, à laisser un petit commentaire si vous êtes en train d'écouter ce live. Ça me permettra de savoir que vous êtes là. Ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas aussi à poser des questions. Et voilà. Et je vais être un petit peu au ralenti parce que voilà, j'ai un peu mal à la tête à cause de l'écran en ce moment. Je ne sais pas si c'est un problème de vue ou de posture. Et donc voilà, ça ralentit un peu la machine là-haut. Et donc voilà, je vous demande de la complaisance, je suis pas sûr, mais d'être conciliant sur le rythme parce que j'ai de la tête qui va exploser, tout simplement. Et si vous avez des conseils par rapport à ça, aux maux de tête liés à l'utilisation excessive de l'ordinateur ou de l'écran, n'hésitez pas, j'en ai besoin. Voilà, d'avance, merci. Donc, revenons-en à nos moutons. Technique de vente pour réussir un entretien d'embauche. Allons-y. La première chose que je voulais vous proposer, la première technique que je voulais aborder, c'est une technique qu'on appelle son casse. C'est une approche du client qui permet non pas de vendre, mais d'avoir la bonne compréhension de comment fonctionne votre client pour avoir le bon discours, les bons arguments, la bonne façon d'aborder les choses. Donc, on n'est pas encore concrètement dans la technique de vente, qui sera la deuxième partie de cet épisode, mais on est dans une approche déjà un peu technique de comment s'adapter à l'entreprise que vous avez en face de vous, comment s'adapter à la personne que vous avez en face de vous, comment s'adapter à l'équipe que vous avez en face de vous quand vous vous asseyez pour démarrer un entretien d'embauche. Donc, son casse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sécurité, pour le S, c'est un acronyme, hein. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Ces 6 éléments sont autant de profils de personnes, de profils d'acheteurs, donc on va transposer de profils de recruteurs,
qu'il va convenir d'aborder de différentes façons, de 6 façons différentes. Donc, par rapport à ça, on va aller dans le détail pour chaque profil de comment aborder les choses. Mais mon point, pourquoi est-ce que j'en parle ici dans cette thématique, c'est parce que l'enjeu va être d'essayer d'avoir un maximum d'informations sur la personne que vous avez en face de vous ou sur la boîte que vous avez en face de vous, comment elle fonctionne, quels sont ses codes, quelle est sa culture, quelle est sa psychologie, soit la personne physique, soit la personne morale. Donc pour ça, ben, c'est hyper difficile pendant l'entretien comment dire, une fois que vous êtes en live en train de répondre à des questions, ben, c'est pas simple de sonder cela et d'adapter votre discours. Et donc, moi, je vous invite à essayer de passer du temps en amont de l'entretien, avoir déjà un premier échange rapide avec la personne que vous allez rencontrer, ou avec des gens qui travaillent avec cette personne-là, ou à bien sonder, bien passer au scanner la façon dont est rédigée l'offre et l'annonce. Enfin bref, essayer d'avoir un max d'infos en amont pour pouvoir essayer de situer la personne que vous aurez en face de vous ou l'équipe que vous avez en face de vous parmi ces 6 profils: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. On va retourner à la fin de cette description, je vous repartagerai un peu comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir ces infos-là. En tout cas, c'est par ça qu'on va démarrer. Donc, tout ça, ce sont des profils de personnes. Imaginez, on commence un entretien, ou alors vous appelez votre future recruteuse ou recruteur, vous l'avez au téléphone, et vous vous rendez compte qu'à chaque fois, la terminologie qu'elle va utiliser ou qu'il va utiliser, il y a souvent beaucoup de marques un petit peu de peur, de crainte, de recherche de sécurité. Alors, les personnes qui ont un profil sécurité, ben, sans surprise, ces personnes-là ont peur d'une chose, elles ont peur du risque. Ce qu'ils vont craindre, ou ce qu'elles vont craindre, ce sont les conséquences du recrutement. Donc, concrètement, ça va être quoi? Ça va être, ben voilà, est-ce que en recrutant, je prends un risque sur les compétences? Est-ce que, par exemple, ce candidat ou cette candidate risque de ne pas faire le job? Le risque humain, est-ce que cette personne-là va nous péter entre les mains et va nous faire un prud'homme dans 2 ans? Ou est-ce qu'elle va mal s'intégrer à l'équipe? Ou est-ce qu'elle va être trop comme ci ou pas assez comme ça? Le risque financier, voilà, par exemple, c'est pas seulement, on parle pas seulement de vos prétentions salariales, mais voilà, là, je recrute en ce moment, on a un besoin en ce moment, mais si le chiffre d'affaires baisse, est-ce qu'on va se retrouver avec la charge, le coût de ce recrutement sans en avoir le bénéfice parce qu'on n'a pas le chiffre pour faire bosser cette personne? C'est vrai, par exemple, pour les consultants. On va recruter d'un seul coup parce que on a des missions, puis les missions peuvent, ça va, ça vient, on peut perdre du chiffre. Ce type de personnes-là qui sont orientées sécurité vont aussi avoir peur des conséquences du recrutement sur leur propre performance ou sur leur N+1 ou sur leur DRH. De dire, voilà, si je fais une erreur de recrutement, qui va me le reprocher? Est-ce que je joue moi-même ma carrière sur ce recrutement, etc. Donc, cette première typologie de personne, encore une fois, va avoir vraiment peur de vous, de ce que vous représentez dans ce processus de recrutement. Elle va même avoir peur du recrutement tout court. Et en fait, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est quelqu'un qui, que ce soit pour acheter quelque chose ou que ce soit pour recruter, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir un peu peur du risque. Il y a de nombreuses personnes dans ce cas de figure-là. C'est un peu un grand classique. Si vous avez en face de vous une personne ou une équipe, ou même une entreprise entière qui fonctionne comme ça, eh bien, la solution, le besoin en face, c'est tout simplement d'être rassuré. Donc, votre façon de faire doit être rassurante. L'enjeu, c'est de rassurer sur le faible risque que représente votre recrutement. C'est de montrer en quoi il n'y a pas de raison de stresser. Donc, en termes de posture, et là je parle même de posture physique, ça ne sert à rien d'être trop agressif, ça ne sert à rien d'être trop rentre-dedans. Il vaut mieux une posture calme, rassurante, un vocabulaire rassurant. Et ça, c'est vrai que vous soyez en train de vendre un produit ou un service ou en train de postuler un entretien. J'ai l'image qui me vient d'un vendeur chez Darty où déjà à la base, vous n'êtes pas forcément hyper en confiance sur le bien fondé des intentions de cette personne-là, qui vous vous dites peut-être, tiens, va encore me refourguer un truc ou je sais pas quoi. Bah, si vous avez besoin d'être rassuré,
il faudrait que cette personne-là, ce vendeur ou cette vendeuse, elle fasse attention de ne pas être trop rentre dedans, de ne pas vous mettre la main sur l'épaule, de ne pas vous regarder dans les yeux de façon trop intense, mais de poser un cadre rassurant et bienveillant. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre en confiance une personnalité sécurité. Donc en gros, ça va être une posture sécurisante, un vocabulaire rassurant, ça va être de questionner par exemple sur qu'est-ce qui vous fait peur dans ce recrutement, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas, de vraiment vous intéresser à quel est le risque réel que cette équipe ou cette personne prend à recruter. Ou même qu'est-ce qui n'a pas marché avant. Est-ce que vous avez déjà recruté sur ce poste? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu? Comment on peut se prémunir de risques nouveaux, etc. Euh, et puis vous pouvez aussi la questionner sur, voilà, vous, comment est-ce que vous pensez qu'on peut minimiser les risques? C'est des questions qu'on a le droit de poser en fait, surtout à ce type de profil qui ont besoin que vous leur posiez ces questions-là, encore une fois, pour se sentir rassurés, parce que bah, pour acheter, il faut qu'elles soient rassurées, tout simplement. Et donc voilà, le besoin, ça va être aussi que vous puissiez leur apporter des garanties. Par exemple, bah voilà, vous pouvez appeler un tel de ma part ou une telle de ma part, j'ai travaillé avec lui ou avec elle, il pourra vous dire comment j'ai travaillé. Ou vous pouvez regarder telle entreprise ou tel projet, c'est moi qui l'ai fait. Et donc regardez, voilà un petit peu comment je travaille. Voilà, voilà les garanties qui vont permettre de minimiser le risque d'une erreur de recrutement. Et puis surtout, ces personnes-là, il faut leur laisser du temps. C'est-à-dire que dans l'échange, il ne faut pas être trop pushy et trop speed. Et puis après l'échange, c'est des personnes qui auront sans doute besoin de méditer la question, de mûrir, de bien peser le pour et le contre, de bien mesurer le risque après l'entretien de votre recrutement. Et donc, il ne faut pas s'étonner si cette typologie de personne met trois plombes après à revenir vers vous. On en reparlera après, mais c'est vraiment, ça fait partie de son fonctionnement. Elle a besoin d'être rassurée, d'être 100% sûre avant de signer. Il faut qu'elle soit sûre que c'est risque zéro. Donc voilà la première typologie de personne que vous pouvez avoir en face de vous, le fameux S de Soncas. Alors, juste je fais un aparté, mais si vous voulez plus de détails sur le Soncas, si vous voulez aller un cran plus loin dans cette technique de vente, vous tapez SONCAS sur Google et vous aurez pléthore de ressources parce que c'est une technique très connue de tout vendeur en général. Voilà, ça date un peu et c'est quelque chose qui a été vu et revu. C'est juste que quand on passe un entretien, on ne pense pas forcément à faire ça. C'est pour ça que je vous propose ça. Moi, je vais rester assez en surface, évidemment. Deuxième profil possible, le profil orgueilleux. Alors, le terme est un peu dur, hein, mais le profil orgueil, c'est quelqu'un qui aime bien se sentir unique. Donc, c'est pas pour autant qu'il ou qu'elle est orgueilleuse ou orgueilleux. C'est juste que c'est quelqu'un qui, pour acheter, a besoin de savoir qu'il est perçu comme un VIP et qui va acheter un service premium. Donc, en vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire rassurer sur le fait que cette personne-là va rentrer dans un club d'initiés ou qu'elle achète un produit qui est le top du top, euh, que, euh, que ça va la rendre encore plus unique, etc. En entretien d'embauche, l'idée là, c'est que ce sont des personnes ou des structures qui vont avoir besoin d'être flattées, mais pas forcément flattées de façon éhontée et scandaleuse, quoi. Là, je vous parle d'être mises en avant parce qu'elles en ont besoin. Elles n'achèteront votre candidature que si votre candidature leur permet de continuer à être en haut du panier. Donc l'idée, c'est de comprendre, de montrer déjà que vous avez remarqué que ce manager-là, ou cette équipe, ou cette structure est mieux que les autres. Donc ça veut dire, bah voilà, si dans l'annonce, vous voyez par exemple entreprise unique, leader sur son marché, premium, on recrute que les meilleurs, etc., bah, ça veut dire qu'a priori, il y a un profil un peu orgueil derrière tout ça. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement d'en tenir compte, de montrer premièrement que vous avez remarqué que cette boîte-là, cette structure, ce produit, ce manager, il est au-dessus de la moyenne, il est au-dessus du lot, que c'est le haut du panier. Et que ce soit vrai ou pas, c'est pas trop grave. L'enjeu, c'est qu'il a besoin de ça pour être bien. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, en termes de posture et de vocabulaire, essayons d'avoir une posture et un vocabulaire valorisant. Montrer qu'on a compris, encore une fois, ce qu'il y a d'unique, ce qu'il y a de différent. Montrer qu'on a conscience du niveau de standing de cette équipe ou de cette personne et que nous-mêmes, on travaille sur des critères de haut standing et qu'on va contribuer à encore plus premiumiser le, l'équipe, le service, le projet, l'entreprise dans laquelle on va travailler. Montrer que grâce à nous,
ça va permettre d'être encore plus, enfin, ça va permettre d'être encore plus haut de gamme et que vous êtes du haut de gamme. Donc ça peut se prouver avec des réalisations, avec encore une fois des recommandations, avec du vocabulaire. Voilà. C'est pas un manque d'humilité, hein. J'insiste sur la différence entre le mot orgueil et ce dont on parle là. Ces gens-là ne sont pas orgueilleux, c'est juste qu'ils ont besoin de sentir qu'on parle de choses premium. Et donc, la question ici, c'est comment premiumiser votre parcours, votre CV, comment montrer que vous aussi, vous êtes quelqu'un, entre guillemets, en dehors du lot. Et que vous allez contribuer à permettre à cette personne à être encore plus en dehors du lot, au-dessus du lot. Alors, troisième profil, le profil nouveauté. Donc, dans son cas, les clients qui ont un profil nouveauté, c'est des personnes qui vont acheter parce que c'est nouveau. Et parce qu'en fait, c'est innovant. Il y a du changement, il y a de la nouveauté, et c'est ça qui va déclencher leur acte d'achat. Ce qui va les convaincre, ça va être de dire, ouais, ça va changer quelque chose, c'est nouveau, c'est innovant, c'est disruptif. Et c'est ça qui va les motiver. Donc, sans surprise, les gens qui ont le profil nouveauté, ce sont des personnes qui aiment le changement. Et donc là, je vous invite, si vous avez en face de vous quelqu'un qui dit tous les deux mots, vous entendez le mot innovation, le mot disruption, si la plupart des choses dont il vous parle, ce sont des nouveaux projets, si vous sentez que c'est vraiment dans la culture de cette personne ou de cette équipe, d'être vraiment en perpétuelle innovation, que ce qui est valorisé, c'est le changement, c'est les fameux fail fast, c'est des boîtes qui vont vite, etc. Bon, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, c'est le contraire. Ils ont besoin que vous ayez une posture et un vocabulaire innovant, qui les surprennent. Leur besoin, en fait, ça va être de sentir que vous allez apporter quelque chose de nouveau. Ça va leur parler. Donc ça peut être des éléments atypiques de votre parcours, des projets que vous avez menés qu'ils ne connaissent pas encore. Ça peut être des hobbies qui vont les surprendre. Ça peut être des compétences. Vous avez les compétences pour le job, mais en plus de ça, vous savez organiser des super petits déj ou je sais pas, vous pouvez dire, bah, en plus de ça, je pourrais peut-être tous les mois organiser une conférence sur tel sujet qui m'intéresse, en plus de mon boulot. Tout ça, ça va créer de la surprise. Et c'est des gens qui adorent la surprise, qui adorent être un peu challengés, d'être bousculés dans leurs idées. Je pense, pour en revenir vraiment à notre thématique de recrutement, je pense que la meilleure façon de dealer avec ce genre de profil, c'est d'avoir pris le temps en amont de réfléchir et de travailler sur des idées pour améliorer le business, améliorer l'équipe. Et donc, ça veut dire réfléchir, ça veut aussi dire sortir de chez soi et aller faire un benchmark sur vos concurrents, ils font comment, vos clients, qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Et si vous arrivez en entretien sur cette typologie de personnes qui sont orientées de nouveauté, si vous arrivez en entretien avec déjà des idées, eh ben c'est banco parce que cette personne, vous lui parlez un langage qu'elle apprécie et qu'elle comprend. Je fais une mini pause de quelques secondes parce que j'ai vraiment mal de crâne énorme. Et qu'aujourd'hui, ça va nous prendre du temps parce qu'on a beaucoup de choses à passer en revue. Ok, c'est reparti. Donc, profil suivant. La typologie confort. Donc, c'est des personnes qui sont orientées confort. On a vu qu'il y avait sécurité, orgueil, nouveauté. Donc, la quatrième profil, son casse. Le quatrième profil, c'est le profil confort. Ce sont des gens, c'est facile, ils aiment bien quand c'est simple. Eux, ce qui fait qu'ils vont acheter quelque chose, c'est parce qu'avec un minimum d'efforts, il va y avoir un maximum de résultats. Et donc là, moi, je vous invite à adopter une posture et un vocabulaire qui soit simple et qui soit simplifiant. Ces gens-là, si vous les avez en face de vous, ils ne veulent pas s'embêter. Ils veulent être sûrs que ça va marcher et qu'ils vont passer 10 minutes sur votre cas, sur ce recrutement et que c'est bon, ça va le faire. Il n'y a pas besoin de mettre de la complexité. Ça va rouler tout seul. Donc là, l'idée, c'est quoi? Alors, j'ai pas pris le temps d'aller trop loin dans l'analyse parce qu'on a beaucoup de sujets à couvrir, mais je vous laisserai imaginer tout ce que vous pouvez mettre en place sur des profils de type confort. Mais voilà, comme ça, deux idées un peu qui me sont venues, c'est montrer tous les points qui ne seront pas des sujets. De dire, par exemple, voilà, a priori, je risque de m'intégrer plutôt bien à votre équipe parce que j'ai remarqué que dans votre équipe, tout le monde est comme ça, et moi aussi, je suis comme ça.
je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une ligue de pronostics de foot dans cette équipe et ça tombe bien, j'adore le foot. Bon, bah tant mieux, quoi, ça va être simple, je vais m'intégrer. Ou j'ai vu que voilà, vous utilisez tel et tel logiciel, ça tombe bien, moi, ça fait longtemps que j'utilise ces logiciels, ça va être simple, ça va être vite vu, ça va être prêt à l'emploi. Et là, encore une fois, la liste, elle pourrait être très, très, très longue, mais je vous invite évidemment, vous, à vous poser la question. Si vous vous rendez compte que le profil que vous avez en face de vous, c'est un profil de type confort, tout ce que vous pourrez faire, tout ce que vous pourrez inventer et mettre en œuvre en termes de vocabulaire, de posture, d'expérience, qui va aller dans le sens de la simplicité et du fait que ça roule tout seul, et ben vous marquerez des points. Le profil suivant, donc ça c'est un profil qu'on retrouve très 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 souvent en entretien d'embauche, parce qu'en entreprise, l'argent ça compte, et que souvent les entretiens d'embauche, c'est quand même pour postuler en entreprise. Le profil argent, celui-là, il est quasi systématique, mais il y a des gens qui sont réellement très focus argent. Et ces personnes-là, peu importe qui elles recrutent, la seule chose qu'elles vont regarder, vraiment la seule chose qui va les faire acheter, c'est le retour sur investissement. C'est absolument la seule question qu'elles se posent. Et donc là, ce qu'elles attendent de vous, c'est que vous ayez une posture et un vocabulaire d'investisseur. Cette personne-là, c'est un investisseur sur pattes et elle a besoin de vous que vous soyez pareil. C'est-à-dire que vous soyez déjà conscient ou consciente du retour sur investissement de ce recrutement-là et de votre candidature. Donc le besoin ici, c'est vraiment de sentir que si vous rejoignez l'équipe ou le projet ou la boîte, ce que vous allez générer va largement dépasser ce que vous allez coûter. Et c'est la seule chose qui va compter pour ce type de personnes. Des profils souvent très financiers, très cartésiens, très matheux, et qui vont tout voir. C'est potentiellement des gens très sympas, mais n'empêche qu'ils vont tout voir sous le prisme du retour sur investissement. Là où normalement le retour sur investissement, c'est un élément du recrutement, bah pour ces personnes-là, ça va être 100% du recrutement. Et donc sur le profil argent, eh bien, le besoin, c'est que vous soyez extrêmement clair sur votre valeur et sur votre coût aussi. Face à quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas ne pas savoir combien vous allez coûter. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être en touriste sur vos prétentions salariales. Parce que cette personne-là, elle a besoin vraiment de savoir quel est votre stretch. Au pire, j'accepte combien, et au mieux, au maximum, je vous demanderai combien, et en dessous de quoi, je ne baisserai pas. Cette personne, elle a besoin de ça pour se raccrocher à vous, parce que c'est sa façon de fonctionner. Donc, euh, c'est essayer quelque chose, essayer de sonder ça avant l'entretien, mais si vraiment vous avez affaire à une personne type argent, ce serait une faute professionnelle quasiment que de ne pas savoir quelles sont vos prétentions et quel est votre seuil max. Et dans l'absolu, votre job, c'est même déjà d'avoir un ordre d'idée de votre retour sur investissement. Alors, il y a des métiers sur lesquels c'est beaucoup plus difficile que d'autres, mais dans des métiers financiers, dans des métiers commerciaux, c'est tout à fait possible de dire, voilà, j'ai échangé déjà avec 2 autres commerciaux de votre boîte, j'ai vu que grosso modo, ils faisaient tant de chiffres. Moi, si je vous rejoins, c'est pour aller chercher tant de chiffres, voilà combien je risque de coûter, etc. Bon, au final, dans la plupart des boîtes, les grilles salariales sont déjà établies. Donc, le stretch financier que vous avez, il est assez petit. Mais montrez que vous avez conscience de ce que vous allez coûter. Par exemple, de la différence entre un salaire net et un salaire brut. Je ne vous raconte pas le nombre de personnes que moi j'ai pu avoir en entretien qui voulaient un salaire net. Et en fait, ils ne comprennent pas que côté recruteur, le net, c'est une façon de raisonner qui est très contre-intuitive. Parce que déjà, les charges sociales évoluent tout le temps. Donc, on n'est pas capable de garantir un net d'un mois sur l'autre. Quelqu'un qui veut 1500 net, un jour, il aura 1480 et le mois suivant, 1520. Et donc, on ne peut pas raisonner en net, c'est pas possible, vraiment à cause de la façon dont le système est fait. Mais en plus, quelqu'un qui demande 1500 net, il faut qu'il ait conscient qu'il va coûter 3000 chargés à sa boîte, que le vrai coût, c'est 3000 par an, plus 5 semaines de vacances, plus une période d'onboarding où les gens qui vont le former vont perdre du temps. Et donc, tout dépend de combien on valorise le temps de travail des personnes. Mais en gros, il faut bien comprendre que pour cette personne-là, qui est orientée à argent, elle va vraiment tout compter. Vos congés payés, votre salaire, non pas net, mais votre salaire brut plus les charges patronales. Elle va compter
le coût potentiel de votre évolution, elle va compter le coût potentiel de votre départ, etc., etc. Donc, essayez de rentrer dans son jeu et d'avoir une posture héroïste. C'est-à-dire, je sais déjà à combien je coûte, je sais déjà à peu près ce que je peux apporter. Et vous pouvez poser des questions pour essayer de vous intéresser au business. Avec une personne comme ça, elle va être sensible au fait que vous vous intéressiez réellement au business. Par exemple, voilà, même si c'est confidentiel parfois, mais quel est notre niveau de marge ou un recrutement, qu'est-ce qu'il peut faire qui soit très héroïste ou qu'est-ce qui peut faire que la rentabilité de ce recrutement ne soit pas au rendez-vous. Voilà. Et puis, si vous avez eu des expériences avec des chiffres précédemment, bah, essayez d'en parler plutôt que de partir sur votre expérience humaine et voilà, et tout ce que vous avez mis en œuvre d'un point de vue projet. Cette personne-là, elle s'en fout un peu. Ce qu'elle veut savoir, c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres. Combien vous avez généré, combien de clients vous avez gagné, comment vous avez réussi à monter la marge ou l'EBITDA ou peu importe, ou quel taux d'erreur vous avez réussi à réduire. Ces gens-là, ils sont orientés, encore une fois, data et chiffres. Parfois, il y a un truc auquel on ne pense pas forcément, c'est les économies qui vont être possibles grâce à notre recrutement. Un recrutement, c'est toujours un coût. Et c'est pour ça que les gens recrutent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait, s'ils pouvaient s'épargner cette charge, ils le feraient. Mais quand vous avez une offre, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et donc, il y a toujours un coût. Mais un recrutement, c'est aussi la capacité à atteindre un objectif. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie. Mais parfois, ça peut aussi faire germer des économies. Par exemple, aujourd'hui, dans une boîte, il y a un service qui sous-traite complètement la partie, je ne sais pas moi, réponse à des appels d'offres. Ça coûte une fortune. Et votre recrutement va permettre de réduire ce coût-là parce qu'ils vont internaliser le truc et que ça va valoir la peine. Ou je sais pas, un autre exemple au hasard, c'est toute la partie créa est sous-traitée à des agences de pub. Et en fait, cette boîte fait le choix de recruter quelqu'un, euh, par exemple au marketing. Et si vous pouvez dire, voilà, vous savez qu'au fait, moi, je maîtrise déjà Photoshop, je maîtrise déjà InDesign, Illustrator. Et donc, peut-être qu'une partie de vos créas, bah, je pourrais peut-être les faire maison. Alors, je sais que ça va faire hurler tous les graphistes pros, mais n'empêche que cet exemple, je ne le prends pas pour casser le métier des graphistes et des agences, mais c'est juste pour dire qu'un profil argent va être très sensible aux petites économies et aux grosses économies que vous allez pouvoir apporter avec votre candidature. Le coût, ils en sont bien conscients, mais la question qui se pose, c'est quel retour sur investissement et est-ce que je vais faire des petits margin gains, des petits gains marginaux sur ce recrutement. Et dernier point sur ce profil, ces gens-là, les acheteurs, on va dire, qui sont orientés argent, quoi qu'il arrive, ils auront besoin d'une ristourne. Ils ne pourront pas se satisfaire d'un gain du fait que le recrutement va leur permettre d'atteindre leur objectif. Ça ne suffira pas. C'est des gens, pour être bien, ils auront eu besoin d'aller gratter les 2% à la fin sur votre salaire. Donc, voilà, je me replonge chez Darty. Quelqu'un qui est un acheteur qui est orienté argent, il aura besoin que le vendeur dise, écoutez, allez, pour que vous passiez à l'action, pour que vous achetiez mon truc, je vous fais 5%, et on n'en parle plus. Cette personne-là va être très sensible à ça. Et donc, je vous invite sur ce type de profil à être conscient de ce phénomène et, dans la mesure du possible, à viser un peu plus haut à la base sur vos prétentions pour avoir un petit peu de latitude et dire, OK, j'ai vraiment envie qu'on bosse ensemble, j'accepte de baisser un peu mon salaire pour maximiser la rentabilité de mon recrutement. Et voilà, et au lieu de demander 100, vous demandez 110 et vous baissez de 10, quoi. Mais cette personne-là, elle sera contente de voir qu'elle a acheté moins cher. Voilà, on a passé pas mal de temps quand même sur ce profil. Je passe au suivant. Et donc, au dernier. Mais la ristourne symbolique, ça marche bien. Dernier profil donc du Soncas. Je répète, hein, il y avait eu donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent. Et le dernier profil, c'est le profil sympathie. C'est quelqu'un qui va acheter parce qu'il y a de bonnes ondes, parce qu'il a un bon feeling, tout simplement. Et pour acheter, il a besoin de sentir que le vendeur, ce sera son partenaire, qu'on peut avoir confiance, que ça va être un bon moment, qu'il y a une relation qui se crée. Et donc, je transpose au recrutement maintenant. Un recruteur opérationnel, RH ou cabinet qui va vous recruter par sympathie, enfin qui est du profil sympathie, pardon, je reprends. Quelqu'un qui va vous recruter et qui est du profil sympathie aura besoin
de sentir qu'il y a de la confiance, que la relation va être harmonieuse, que vous êtes un partenaire pour du long terme. Et donc là, la posture à adopter, bah, c'est tout simple, c'est une posture franche et chaleureuse. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Donc autant jouer carte sur table, voilà, voilà qui je suis, et le faire sans trop stresser, quoi. Et si vous stressez, bah, assumez le fait de stresser, de dire voilà, là j'ai hyper peur pendant cet entretien, j'avoue que je suis très impressionné. Bah oui, bah, cette personne-là, ça va pas la déranger que vous trembliez de partout, parce que ce qu'elle veut, c'est de la vérité, de la confiance, de l'harmonie. Et donc, que vous soyez sûr de vous ou pas sûr de vous, c'est secondaire pour elle. Que vous soyez très rentable ou pas, c'est pas le sujet. Que vous soyez innovant, que vous soyez rassurant. Ce qu'elle veut, c'est que ce soit harmonieux. Elle veut s'en sentir que quand elle va vous croiser dans un couloir ou quand vous allez travailler ensemble sur un projet, eh bien, euh, le, le, le courant passera bien et que les relations humaines seront sympas, quoi. Et c'est la seule chose qu'elle va. Enfin, c'est pas la seule chose qu'elle va regarder, mais c'est ça qu'elle va acheter en fait. C'est ça qui va la convaincre, in fine, de dire OK, go pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, cette personne-là aura besoin de sentir dès l'entretien d'embauche de la proximité. Elle aura besoin de sentir qu'elle vous comprend, qu'elle vous connaît, que vous aussi vous la comprenez et vous la connaissez un petit peu. Et surtout que vous êtes authentique, sincère, honnête, digne de confiance. Donc voilà, là-dessus, la seule règle, à mon sens, hein, encore une fois, tout ça, c'est pas une science exacte. Moi, c'est ce que je pense de ce profil-là, c'est que c'est un profil qui nous invite à être nous-mêmes, y compris avec nos défauts et notre stress. Si ça fit, tant mieux. Et si ça fit pas, eh ben, c'est qu'il fallait pas que ça se fasse. Parce que de toute façon, cette personne-là, elle va recruter au feeling. Et donc, c'est pas en forçant les choses sur vos compétences ou sur la rentabilité de votre profil que ça va changer quoi que ce soit. Voilà pour les 6 profils Soncas. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli, mais ça ne nous dit pas comment on s'y prend pour savoir qui on a en face de nous. Et encore une fois, au moment de l'entretien, il est possible que vous soyez tellement stressé, tellement en train de répondre aux questions, tellement focus sur le poste, l'entretien en lui-même, que vous n'ayez pas le temps de, de réfléchir à quelle posture adopter. Moi, je vous invite juste à faire 2 choses. La première, donc, c'est pendant l'entretien, c'est d'avoir déjà en tête qu'il existe 6 profils et juste d'avoir ça en tête et d'essayer de situer cette personne sur un profil sans aller plus loin. Juste de vous dire, OK, est-ce que c'est orgueil, argent, nouveauté, etc. Une fois que vous avez situé, ça vous essayez de le faire après quelques minutes, quand vous avez situé ça, naturellement, vous allez avoir la bonne posture. Parce que vous aurez conscientisé le fait que cette personne est de tel profil. Et donc, c'est pas la peine de faire les choses au forcing. L'idée, c'est juste d'avoir conscience de qui vous avez en face de vous et à quoi elle est sensible. Et naturellement, je pense que vous arriverez, je pense qu'on réussit naturellement à adapter notre discours, etc., une fois qu'on a conscience de qui on a en face de nous. Donc, mon point, c'est juste de dire, pendant l'entretien, essayez juste de nommer ça. Et puis, si vous êtes dans une phase où vous passez beaucoup d'entretiens d'embauche, bah, essayez de vous entraîner à ça. Après chaque entretien, après chaque échange téléphonique aussi, de vous poser la question, voilà, cette personne-là, je la situerai où? Comme un entraînement. Parce que tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, comme vous l'imaginez. Et puis, une autre chose que vous pouvez faire, c'est vraiment en amont de l'entretien, essayer par tout moyen d'en savoir plus sur qui vous allez rencontrer. Alors, le top du top, c'est directement en ayant la personne au téléphone. Dire, voilà, je voulais juste parler un petit peu avec vous pour préparer l'entretien, avoir un échange de 2 minutes pour être sûr que j'ai bien compris le truc. En général, les recruteurs sont d'accord pour faire ça. Enfin, ça dépend des boulots, mais dans la plupart des cas, ils sont contents parce que ça va leur permettre de vous aider à qualifier votre candidature et quand vous arrivez, de ne pas arriver en touriste, quoi. Et c'est ça qu'ils veulent, en fait. Les recruteurs a horreur d'un touriste qui est là sans savoir pourquoi il est là. Donc, la façon la plus radicale de le faire, c'est d'avoir un petit échange téléphonique ou informel avec cette personne-là avant de la rencontrer officiellement. Comme ça va vous laisser une impression. Cette impression, ça va permettre de la catégoriser et au calme chez vous, vous pourrez vous dire, voilà, a priori, voilà comment il faut que j'aborde le truc. Et vous allez même pouvoir repenser un peu votre CV, votre parcours pour lui donner une coloration un petit peu plus financière, un petit peu plus humaine, un petit peu plus simplifiante, etc. Une autre façon de le faire, c'est aussi de demander à des collaborateurs de cette personne, je sais pas, imaginons que vous voulez évoluer en interne, vous allez rencontrer
une personne X et que justement vous connaissez une personne Y qui travaille avec X, et bah, prenez peut-être le temps de juste demander à la personne Y, ok, elle est comment X, elle est plutôt de qu'est-ce qui est important pour elle, comment elle fonctionne, etc. Et là, vous arriverez normalement à catégoriser le truc. Voilà pour cette première technique de vente qu'on appelle donc le profil 115. Maintenant, deuxième sujet, qui est le cœur de notre épisode, c'est quelle technique, quel déroulé d'entretien, quelle est la méthode pour se vendre. Là, on a parlé des profils de personnes, c'est bien, mais maintenant, on va parler vraiment de méthodologie. Alors, la méthode que je vais vous présenter, je ne sais pas si elle a un nom officiel. Moi, dans mon souvenir, c'est quelque chose qui s'appelle CBC, contexte, besoin, contrainte, mais je pense qu'il y a plein d'autres noms, il y a plein de formes très variées. L'idée derrière cette méthode, c'est de se dire que vendre quelque chose tant que vous n'êtes pas sûr que c'est la réponse à un besoin, c'est voué à l'échec. On ne peut pas vendre tant qu'on n'a pas compris complètement ce que le client veut acheter. En gros, ça revient à aller, je ne sais pas moi, ça revient, si vous êtes commerçant, à quelqu'un, imaginez, je sais pas, pardon, j'ai vraiment le cerveau qui tape, alors c'est pas très, c'est un peu décousu, mais ça revient en gros à être, par exemple, commerçant, vous êtes dans votre boutique, un client rentre, et vous allez le voir et dites, voilà, j'ai ce produit-là pour vous. Je reprends mon exemple de Darty, on va filer un peu la métaphore. Vous êtes vendeur ou vendeuse chez Darty, il y a quelqu'un qui vient vous voir dans le rayon et vous venez le voir avec des AirPods en disant, voilà, c'est ça qu'il vous faut. Évidemment, cette personne va vous dire, non, mais attends, t'as rien compris, moi je viens parce que je veux acheter un grille-pain, et puis j'ai telle contrainte et tout. N'empêche que le vendeur Darty qui vend des AirPods à un client qui veut acheter un grille-pain, ça c'est vous, et ça c'est moi. À chaque fois qu'on aborde un entretien d'embauche, sans connaître le besoin en face. Et je crois qu'on n'a pas conscience de ça. Et c'est ce qu'on évoquait dans le premier épisode. Donc cette méthode-là, le CBC, va vous inviter à ne rien vendre, à ne pas vous vendre, tant que vous n'avez pas compris le contexte, le besoin et les contraintes de la personne que vous avez en face de vous. Encore une fois, je reprends mon exemple de Darty, je me refuse de vendre un produit tant que je n'ai pas compris le contexte, le besoin, les contraintes de la personne que j'ai en face de moi. C'est vrai pour un vendeur chez Darty, c'est vrai pour vous en entretien d'embauche. C'est vraiment quelque chose comment dire, qui est un peu extrême, un peu binaire. C'est-à-dire que si vous apportez votre solution, c'est-à-dire vous, votre personne, vous êtes une solution, vous êtes un produit, vous êtes un service, vous êtes tout ça à la fois, vous êtes un être humain évidemment, mais vous êtes un moyen pour la personne en face de vous. Si vous vous vendez sans avoir compris ça, c'est l'échec garanti. La probabilité que ça sonne juste, elle est extrêmement faible. Et n'oubliez pas ce que je disais, en tout cas, n'oubliez pas, c'est très professoral. N'oublions pas d'envisager ce que je disais en premier épisode, c'est que la personne en face de nous, elle s'en fout de nous. Si elle pouvait, elle ferait sans nous. Donc, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas le choix qu'elle recrute. Et donc, si on arrive en disant, voilà ce que je te vends, alors qu'on n'a rien compris à son besoin, c'est la garantie de faire fausse route. Et pourquoi je vous dis que c'est binaire? C'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Cette personne-là, si vous lui apportez ce dont elle a besoin, vous avez la garantie d'avoir le job. Et c'est pour moi aussi simple que ça. Donc, allons un peu dans le détail. L'idée ici de cette méthode, c'est de... Alors, je vais reprendre mon iceberg là, avec le fond d'écran, c'est pas facile. Ça va être de descendre avec uniquement des oui, de poser des questions dont vous avez la garantie qu'elles aboutissent à des choses positives et à plus d'ouverture et plus de questions et plus de oui. Pour pouvoir au bout d'un moment faire une proposition qui elle aussi recevra un oui. Et là seulement, vous serez dans un processus de vente. Alors, dit comme ça n'a aucun sens, mais l'idée, c'est de ne pas vous vendre tant que vous n'avez pas obtenu un oui sur des choses essentielles de la personne qui est en face de vous. Je transpose sur mon vendeur
Darty. Un client vient me voir. Je vous dis ça parce que j'ai vraiment travaillé chez Darty. C'était mon premier boulot à 18 ans en stage. Un client vient me voir au rayon. L'idée, ce serait de commencer par m'interdire de lui parler de quoi que ce soit tant que je n'ai pas un oui massif du style. OK, pourquoi venez-vous? Je viens pour ça. OK, quelle est votre envie? J'ai telle envie. Quel est votre besoin? Quel est votre budget? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous soyez hyper satisfait de mon service? Tant qu'on pose des questions, le client n'est pas en danger et il n'est pas en train d'acheter et nous, on n'est pas en train de vendre. Et il y a un moment, on va dire, OK, avec tout ce que vous m'avez dit, moi, j'imagine ça. Et là, il ne peut pas répondre non parce que ce que vous allez lui amener, c'est ce que vous avez de mieux comme réponse à toutes ces contraintes, ces besoins, etc. Voilà un peu la logique globale de la chose. Donc maintenant, on va aller dans le détail, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'abord, en entonnoir, comme ça, de poser des questions ouvertes et de vous interdire de vendre quoi que ce soit. Donc on commence par le contexte. Alors, qu'est-ce que c'est que le contexte? Mais l'idée ici, c'est de se dire que la face cachée de l'iceberg, c'est ça qui compte le plus. Et là-dedans, il y a le contexte. Donc, ça va être de poser des questions à votre interlocuteur, interlocutrice, pour bien comprendre où en est l'entreprise, comment se porte son marché, son secteur d'activité. Est-ce qu'elle est en plein essor? Est-ce que c'est un marché en plein essor? Est-ce que c'est en récession? Est-ce que l'entreprise a des problèmes de turnover ou est-ce qu'elle est au contraire une super politique RH? Est-ce que l'entreprise est en pleine restructuration ou est-ce qu'elle est en plein développement? Est-ce qu'elle est en mode gestion en bon père de famille et on déroule à 2% de croissance par an? Ou est-ce qu'elle est dans une hyper-croissance? Ou est-ce qu'elle est à 2 doigts d'être en redressement judiciaire? Tout ça, c'est le contexte de la boîte. Et vous n'en savez rien, vous, de là où vous êtes. Il va falloir les questionner pour comprendre ça. Il va falloir les questionner sur l'entreprise, questionner sur le secteur, questionner sur la concurrence, questionner sur la législation. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a une loi qui vient de passer qui fait que tout va changer dans les 6 mois qui viennent? Est-ce qu'il y a un manager toxique dans l'équipe qui fait que tout le monde démissionne? Tout ça, vous avez le droit de le demander. Ouais, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc en gros, poser des questions ouvertes pour bien comprendre dans quel contexte évolue le secteur d'activité, l'entreprise, l'équipe, le N+1, la concurrence, la législation et le projet aussi sur lequel vous allez être intégré. Est-ce que c'est un projet qui est à l'arrêt? Est-ce que c'est un projet qui se développe vite? Etc. Poser des questions de contexte. Le but ici, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit. C'est de prendre du recul, en fait. Parce que vous n'en savez rien, mais ce contexte va absolument tout changer à la réalité de la personne que vous avez en face de vous. En fait. Et c'est tellement important. Et nous, on n'est tellement pas important par rapport à ce contexte-là, dans ce cadre-là. Je vais vous prendre un exemple tout au long de cet épisode-là, enfin, de cette deuxième partie d'épisode, pour essayer de vous illustrer à quel point on n'y connaît rien et à quel point ça peut être important de comprendre le contexte, le besoin et les contraintes. Donc, mon exemple, c'est une annonce qui arrive sur Indeed, que vous recevez dans votre boîte mail. Et là, donc, vous avez un profil plutôt compta-finance, avec un peu d'expérience. Disons que vous avez, par exemple, 35 ans. Et vous recevez une offre pour une PME avec écrit recrute DAF en CDD. OK. Recrute DAF en CDD pour accompagner notre rapide développement. OK. En général, les annonces, ça ressemble à ça. Il y a potentiellement un ordre d'idée de salaire, mais c'est très rare. Mais ça va devenir obligatoire, comme aux États-Unis. En tout cas, il y a parfois un salaire en face. Il y a les qualités recherchées. Bon, OK, passons. Et il y a une date de démarrage, une date de fin pour un CDD. Donc, vous arrivez sur votre boîte mail et vous tombez sur telle PME recrute un ou une DAF en CDD pour accompagner son développement, son rapide développement. OK. Donc là, vous pouvez vous pointer en entretien, comme ça, en touriste. Enfin, vous avez pu faire des recherches en
En amont, déjà, quasiment personne ne le fait. Mais déjà, si vous êtes un peu motivé, vous pouvez faire des recherches en amont pour comprendre un petit peu cette boîte, sur quel marché elle évolue, que dit la presse, quelles sont les publications, etc. Bon, vous pouvez peut-être trouver quelques infos sur cette boîte en amont. Maintenant, imaginez un autre cas de figure. Au lieu de postuler, enfin, au lieu de vous présenter à l'entretien en touriste, vous prenez le temps d'appeler et de dire, voilà, écoutez, j'ai juste besoin, pour bien comprendre, je crois que je vais postuler chez vous. J'ai juste envie de comprendre dans quel contexte vous évoluez. Ce recrutement-là, c'est un CDD. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, bah, en effet, c'est un CDD parce qu'on a déjà une directrice financière et elle est en arrêt maladie. Ah, ok, déjà vous avez appris un truc hyper important. Ok, est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte que je devrais connaître? Oui, en fait, cette directrice financière, on n'a aucune idée ni de quand elle reviendra, ni de si elle reviendra. Ok, déjà, ça veut dire que potentiellement, cette boîte, elle cherche quelqu'un qui peut rester derrière en CDI si cette directrice financière ne revenait jamais. Donc déjà, c'est pas du tout un CDD en fait. C'est un CDD qui potentiellement peut durer très très longtemps, voire se transformer en CDI. Et vous pouvez déjà imaginer dans quelle galère ils sont s'ils n'ont pas de directrice financière et et qu'ils n'ont aucune idée de la date à laquelle elle reviendra. Déjà, vous en savez, mais 1000 fois plus. Vous continuez à investiguer. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Oui. Ce qu'on n'a pas eu le temps d'écrire, ce qu'on n'a plutôt pas osé écrire dans l'annonce, c'est que pour l'instant, ce sont les comptables qui se débrouillent et qui se partagent le boulot de la directrice financière. Et ils sont managés en direct par la directrice générale, qui n'est pas du tout d'une culture financière. Et donc, ça part complètement en vrille. Les comptables sont tous à deux doigts de craquer parce qu'ils ont une charge de travail monumentale. Et la directrice générale a beaucoup de mal à manager ces comptables parce qu'ils ne sont pas de la même culture et elle vient des ventes. Ok, pas du tout la même histoire. Donc, vous voyez, on est parti d'une annonce où il y avait écrit recrute DAF en CDD pour accompagner notre développement, quoi. Déjà, vous voyez le, l'iceberg, encore une fois, la taille du truc. Et c'est toujours comme ça. Là, vous pouvez peut-être, en m'écoutant, vous pouvez peut-être vous dire ah oui, bah, il exagère, c'est jamais comme ça, là, c'est un cas extrême. Non, ça, c'est pas un cas extrême. Ça, c'est le quotidien d'une boîte. C'est le quotidien du recruteur et de la personne que vous avez en face de vous. Et n'importe quel manager le sait, quel que soit le niveau de management. Et donc, et donc je continue. Vous posez encore la question. D'accord, ok, j'ai bien compris que votre directrice financière est en arrêt maladie, qu'on ne sait pas quand elle reviendra, que c'est les comptables qui ont pris le relais, managé par la directrice générale qui n'est pas hyper à l'aise et les comptables sont crevés. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, 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 il y a autre chose. C'est qu'on a prévu bientôt de racheter une boîte dans 6 mois. Enfin, on a 6 mois pour racheter une boîte et le projet est en stand-by. Et les vendeurs, d'ailleurs, sont en train de se rétracter parce qu'on n'avance pas. Et nos concurrents aimeraient bien la racheter, ils vont peut-être nous coiffer au poteau et la racheter avant nous. Ah bon, ok. Et du coup, il faut qu'on puisse piloter ce rachat très vite. Mais notre DAF n'est pas là, du coup, on ne peut pas piloter cette fusion-acquisition, enfin ce rachat de boîte. Ok, donc là, vous voyez, vous pouvez vous dire non, mais attends, jamais personne ne me dira ça, mais si, détrompez-vous. La personne que vous avez en face de vous, elle a besoin de vous dire ça, parce qu'elle a besoin de recruter la personne qui va régler ses problèmes. Donc, elle a besoin de vous parler de ses problèmes. On dit toujours non, mais les boîtes, elles ne nous disent pas la vérité. Mais c'est parce qu'on ne leur laisse pas l'occasion de le faire. À aucun moment, on s'intéresse à l'iceberg. À aucun moment, on pose des questions ouvertes. Nous, on arrive en bon vendeur d'arty en disant bonjour, voici des AirPods, alors que la personne voulait un grille-pain. Donc, vous serez peut-être surpris de voir à quel point, quand on s'intéresse avec des questions ouvertes au contexte d'une boîte et d'une équipe et d'un manager et d'un recrutement, eh bien, les langues se délient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont besoin déjà de vider leur sac et ensuite de vous présenter l'ensemble du truc. C'est leur intérêt. C'est encore plus leur intérêt que le vôtre. Après, parfois, il y a de la confidentialité là-dessus, mais au pire, vous pouvez leur dire, écoutez, je suis prêt, ou je suis prête, ou je suis prêt à signer ce qu'on appelle un NDA, Non-Disclosure Agreement, qui dit, bah, j'ai besoin, moi, pour postuler, de comprendre votre contexte. En revanche, je suis d'accord pour signer un papier de confidentialité qui dit que tout ce qu'on évoque dans ce recrutement, je le garde pour moi.
Ça arrive, ça aussi, sur des profils plus seniors ou plus de direction et autres. Et donc, j'ai poussé le bouchon encore un cran plus loin. Et là, vous dites, OK, le, est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte encore? J'ai bien compris que la DAF n'est pas là, on ne sait pas si elle reviendra. Les comptables sont dans le jus. La directrice n'arrive pas à gérer les comptables parce que ce n'est pas son truc. Il y a un rachat qui était prévu et qui est en stand-by. Vous n'avez pas que votre concurrent rachète avant vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, notre actionnaire nous a donné 3 mois pour recruter une DAF ou un DAF. Passer ces 3 mois, franchement, ça va être hyper chaud. On a une deadline, quoi. Waouh, ok. Bon, bah, encore une fois, ça change absolument tout en termes d'urgence de recrutement, etc., etc. Encore une fois, ce que je vous dis là, ça peut vous paraître extrême et je vous assure que ce n'est pas extrême, c'est toujours comme ça. Chaque recrutement est comme ça. Chaque recrutement a un contexte aussi compliqué que celui-là. Pas forcément aussi galère, mais aussi complet. Et encore, il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Et donc, si vous ne posez pas la question, vous ne saurez pas. Et si vous ne savez pas, mais comment est-ce que vous pouvez vous vendre alors que vous ne savez pas ce qu'ils veulent acheter? Voilà pour le contexte. Alors, on passe maintenant aux besoins. Donc, souvenez-vous, hein, cette méthode, c'est la méthode CBC. Donc, d'abord, j'identifie le contexte, puis j'identifie le besoin, puis j'identifie les contraintes. Ensuite, avec tout ça, je vais faire une proposition qui tient compte du contexte, des besoins, des contraintes. Là, je vais chercher un oui. Et quand j'ai ce oui, là, je me vends. Vous voyez, là, pour l'instant, vous n'avez pas encore parlé de vous. Hein. Vous n'apparaissez pas. C'est normal. Parce que nous, on est la dernière, on est vraiment alors ça va vous paraître un peu choquant, mais on est presque le mal nécessaire pour permettre à la boîte d'atteindre ses objectifs. Vu du point de vue du candidat, c'est choquant. On n'est pas, nous, on est une solution, on est un potentiel et tout, mais du point de vue du recruteur, on n'est ni plus ni moins un coût qui aimerait bien s'épargner, hein, une galère de recrutement qui aimerait bien s'épargner. On ne recrute pas pour le plaisir, on n'achète pas un grille-pain par plaisir. On l'achète parce qu'on a besoin de griller ses tartines, quoi. Et donc, il faut bien comprendre ce truc-là. Et donc, en tout cas, j'en reviens à nos besoins. On a identifié une partie du contexte, et encore pas tout, mais on a identifié le gros du contexte. Et déjà, on y voit beaucoup plus clair. Et déjà, on a établi un peu de climat de confiance, parce que au lieu d'avoir des candidats qui se vendent, ce recruteur, il est tombé sur vous et sur un candidat qui écoute. Et ça, déjà, c'est nouveau pour lui. Et c'est pareil dans la vente. Quand on tombe sur un vendeur qui écoute, ça fait bizarre. Et on est en confiance et on a envie d'acheter, quoi. Et là, c'est pareil. Donc maintenant, les besoins. L'idée ici, c'est vraiment la partie évidente de la méthode, c'est de comprendre la raison pour laquelle il y a un recrutement. Et notez bien la nuance, ça n'est pas de comprendre la raison pour laquelle ils veulent vous recruter. Le vous, il n'apparaît pas. C'est pourquoi y a-t-il un recrutement? Pourquoi y a-t-il un besoin? Encore une fois, s'ils pouvaient s'en passer, ils ne recruteraient pas. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est parce qu'il n'y a pas le choix qu'il faut recruter. Donc, ce pas le choix, il sort d'où? À quel moment en réunion, quelqu'un a dit là, il faut recruter? Et c'est ce truc, le là, de là, il faut recruter. C'est ça le besoin. C'est faut recruter pour faire quoi? Pour permettre quoi? Pour aller vers quoi? Pour économiser quoi? Pour gagner quoi? Pour réparer quoi? C'est ce truc-là que vous devez comprendre. Enfin, encore une fois, je dis ça avec des pincettes. C'est ce truc-là que je vous invite à essayer de comprendre. À un moment, il y a quelqu'un qui a dit, un manager ou quelqu'un qui est décisionnaire et qui a dit, là, ouais, il faut recruter. Mais il faut remonter à la source de ce moment-là et dire, OK, pourquoi il a dit ça? Et qu'est-ce qu'il visait en disant ça? Et donc, le but, c'est que vous puissiez finir la phrase. Il faut recruter pour 3 petits points. Pourquoi? Et donc là, l'idée, c'est tout simplement de poser les questions, de dire, bah voilà, je vois bien que vous avez mis une offre pour une directrice, enfin pour un DAF ou une DAF en CDD qui démarre au plus vite pour accompagner votre croissance. Ça, je l'ai bien vu, c'est ce qu'il y a dans votre annonce. Mais qu'est-ce que ça va permettre? Et donc là, je sors de mon exemple, hein, je reviens aux cas généraux. Bah, parfois, ça va être pour restaffer une équipe sous-staffée. Ça peut être pour surstaffer au cas où. Ou alors, on va recruter 5 personnes de trop parce qu'il y a un tel turnover qu'on veut en avoir 5 en rabat. Et parfois, c'est ça. Et c'est horrible, mais c'est comme ça. On va recruter pour pouvoir attaquer de nouveaux marchés parce que là,
on perd du chiffre parce qu'on n'a pas de quoi répondre à la demande. On va recruter pour pouvoir innover sur tel truc dans 2 ans et on n'a pas les ressources. On va recruter pour faire des économies. On va recruter pour structurer les choses parce que nos process ne tiennent pas la route. Et là, des exemples, on peut en faire des milliers. Il y a toujours une raison derrière un recrutement. Je vous invite juste, moi, à poser la question, de dire, en fait, j'ai compris ce que vous recrutez, un ou une DAF en CDD qui démarrera au plus tôt pour accompagner votre croissance, ok, mais qu'est-ce que ça va vous permettre? Pourquoi vous faites ça? Quel objectif vous avez derrière? Et là, si vous posez vraiment la question de façon ouverte, et si vous n'êtes pas en train de vous vendre, mais vous êtes juste dans un échange de curiosité et de respect, et ben peut-être que la personne en face de vous, elle dira, et là je reprends mon exemple hein, de la DAF en, en arrêt maladie, eh bien écoutez, en fait oui, voilà, nous, voilà notre contexte, vous l'avez bien compris, et la raison pour laquelle on recrute, c'est parce qu'on avait dans nos objectifs prévu de doubler notre chiffre dans 2 ans. Et ça va se faire par de la croissance externe en rachetant des boîtes. Et comme on vous l'a dit, là, on ne peut pas racheter la boîte qu'on avait prévu de racheter parce qu'on n'a pas de DAF et que les comptables ne peuvent pas absorber plus. Ah ok, donc votre objectif, c'est de racheter cette boîte pour pouvoir nourrir un objectif, lui aussi, d'un peu plus long terme, qui serait... Ah, excusez-moi, je rembobine. Votre objectif, c'est donc de recruter un DAF en CDD pour racheter cette boîte, pour doubler votre chiffre d'ici 2 ans. Ok, je comprends mieux. Euh, et est-ce que vous avez d'autres objectifs derrière ce recrutement? Oui, bah oui, ça nous permettrait de coiffer au poteau notre concurrent, parce que dans le contexte, on ne vous a pas dit, mais il vient de lever des fonds et il pourrait nous prendre de vitesse. Ah, d'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres objectifs derrière ce recrutement? Oui, un des objectifs, c'est de piloter nos comptables, parce qu'ils sont crevés et ils n'ont plus de manager. Et donc, ils sont à bout de nerfs. On n'a pas envie qu'ils partent, qu'ils aient des problèmes de santé ou qu'ils démissionnent. Donc, c'est un des objectifs, de stabiliser l'équipe financière. Ah, ok. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Eh oui, il faut qu'on puisse assurer l'intérim de notre DAF qui ne reviendra peut-être jamais. Donc, on doit préparer un pré-recrutement dans l'hypothèse où elle ne reviendrait pas. Ah, ok. Ça, ce sont les objectifs de la personne que vous avez en face de vous. Et ces trucs-là sont vachement, vachement importants. C'est ce qu'on appelle leurs objectifs deviennent des besoins et deviennent la raison d'un recrutement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été invité à cet entretien. Voilà. Vous voyez que peu à peu, on va vers vous. Peu à peu, tout doucement. On est dans l'entonnoir, on est encore au milieu. On ne parle pas encore de vous, on parle de leurs objectifs. Mais on se rapproche de vous. Bientôt, on parlera de vous et de moi, enfin de nous tous, quoi. De tout candidat. Je continue à dérouler. En fait, on arrive ici ensuite à une phase où vous avez bien compris le contexte et vous avez bien compris les objectifs de ce recrutement. Là, l'idée, c'est de questionner sur les contraintes. Donc, les contraintes, c'est important, c'est la fin de l'entonnoir. Ça va être de comprendre tout ce qui pourrait faire que ça rate, tout ce qui pourrait faire que l'objectif n'est pas atteint. C'est pour ça que je mets un petit drapeau rouge là, sur l'image. Et donc là, la façon la plus radicale de le faire et qui marche très bien en entretien, c'est de poser la question, qu'est-ce qui pourrait faire que vous n'atteigniez pas ces objectifs? Et donc là, je vais aller directement dans mon cas pratique, parce que je pense que vous avez un peu compris l'idée. L'idée, c'est de comprendre toutes les contraintes, tout ce qui fait, tout ce que vous ne connaissez pas, tout ce qui est dans l'iceberg, que vous ne voyez pas, mais qui peut faire que cet objectif n'est pas atteint malgré un recrutement ou que le recrutement rate. Et donc, je reprends mon exemple de la DAF en arrêt maladie qu'il faut remplacer. Eh bien, si vous posez la question, qu'est-ce qui pourrait faire que moi, en rejoignant votre équipe, ça ne marche pas, qu'on n'atteigne pas l'objectif? Déjà, vous pouvez mettre du 1, parce que vous êtes partie prenante du truc. Vous êtes un moyen et vous faites déjà partie de l'équipe, au fond, dans l'approche. Eh bien, peut-être que cette personne-là, le recruteur en face de vous dirait, écoutez, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne pourra vous former si vous arrivez. Ça, c'est une contrainte. On n'a pas le temps de vous former et la DAF est en arrêt maladie. Donc, on n'aura pas le temps, ni le temps, ni les compétences de vous former. Ça, c'est une contrainte. Ah ouais, carrément, merci, c'est important d'en parler. Il y a un autre truc, c'est qu'en plus, on a un contrôle fiscal en cours et qu'il s'étale encore pendant un semestre. Ok, c'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour bosser sur ce rachat et pour gérer les comptables. Ok.
Une autre contrainte, c'est que les comptables sont extrêmement fatigués et que, en gros, ils sont à 2 doigts de lâcher, mais ça, vous le savez déjà. OK, donc ça fait déjà 3 contraintes qui disent que même si vous me recrutez et même si je fais le job, on a quand même des choses pas évidentes à traverser. Et encore une fois, là, vous dites peut-être en écoutant: «Ah oui, mais c'est un cas extrême, les comptables fatigués, le contrôle fiscal, pas le temps pour former, pas le temps, pas les compétences pour former». Mais c'est toujours comme ça. Il y a toujours ce genre de truc. Ce cas-là n'est pas extrême, au contraire, j'ai envie de dire, il est presque, je trouve presque assez relax par rapport à toutes les problématiques qu'on voit quand on parle avec des gens qui recrutent. En tout cas, voilà, ce sont les contraintes que vous a exprimées le recruteur ou la recruteuse. Je dis voilà, si vous nous rejoignez, ce qui peut faire que ça déconne, c'est qu'on n'aura pas le temps de vous former, que le contrôle fiscal va vous prendre beaucoup de temps, enfin la gestion de ce contrôle fiscal, et que nos comptables, ils sont vraiment au bout du bout. Voilà nos contraintes. Déjà, dites-vous qu'à ce stade, la personne que vous avez en face de vous, elle a vidé son sac. Elle vous a partagé son contexte. Elle vous a transmis ses ambitions, ses objectifs. Elle vous a exprimé ses contraintes. Et déjà elle souffle, quoi. Ça fait du bien, en fait, d'avoir quelqu'un qui écoute et qui comprend. Rien que ça. Ça change du candidat qui déboule en disant: «Je vous ai déjà dit comme j'étais cool, comme j'étais hyper fort et comme j'ai des expériences de ouf et tout». Tout ça, il s'en fout. L'important, c'est quoi? C'est j'ai un problème, j'ai un contexte, j'ai des objectifs, j'ai des contraintes. Et le candidat, oui, ça m'intéressera de savoir qui il est, mais moi, j'ai ces problèmes-là à gérer, quoi. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui écoute ça. Premier point. Quand je dis premier point, ce sont les contraintes. Dans cette histoire de contraintes, on a, on a ce qu'on appelle le déminage des objections. En fait, à ce moment-là, vous pouvez aller un cran plus loin et apporter vos contraintes à vous. C'est-à-dire que là, vous dites: «J'ai bien compris que vous avez telle et telle contrainte». OK, c'est clair. Alors, et là, vous, en tête, vous connaissez vos propres contraintes. Par exemple, il se trouve que vous habitez à Nantes et que le job est à Paris. Et donc, vous savez que vous n'allez pas gagner des points quand vous allez dire que vous n'habitez pas à Paris. Ça, c'est une contrainte. Une deuxième contrainte, par exemple, c'est que vous avez, on a dit, vous avez 35 ans et vous avez compris que la DAF que vous devez remplacer, elle en a 45. Donc vous êtes junior. Et ça peut être mal perçu. Deuxième contrainte, à votre titre. Là, on commence à parler de vous. Troisième contrainte de votre côté, par exemple, euh, vous, je sais pas, attendez. Oui, vous avez des prétentions salariales assez élevées parce que, tout simplement, dans votre dernier boulot, vous étiez bien payé, ou parce que vous estimez que vous valez tant, ou parce que vos contraintes familiales font que vous avez besoin de gagner tant. Donc vous vous dites, OK, j'ai compris le contexte, les besoins, les contraintes de mon client, de mon recruteur, OK. Et moi, de mon côté, ce qui pourrait faire que ça déconne, c'est qu'il y a une contrainte géographique, il y a une contrainte financière, je vais coûter cher, je le sais déjà. D'ailleurs, j'ai déjà raté 1 ou 2 entretiens à cause de ça, potentiellement. Et, et le dernier truc, je suis junior. Et donc, il y aura peut-être un petit déficit de confiance. Voilà. Là, c'est le moment où vous allez pouvoir déminer les objections. Vous n'êtes pas encore en train de vous vendre. Vous ne vous êtes pas encore positionné comme la solution. C'est trop tôt. C'est encore trop tôt pour parler de vous. Là, vous allez encore parler d'eux. Et l'idée, c'est de demander à ce stade, OK, pour vous, et là on ne parle pas de vous, candidat, mais du recruteur, vous pouvez lui dire, OK, pour vous, au vu des montants en jeu sur ce rachat, qui est un truc à plusieurs millions, là, est-ce que le salaire de la personne que vous recrutez, donc de ce DAF en CDD, eu égard au fait que c'est en CDD et qu'il y a un gros enjeu de rachat et de doubler votre chiffre, est-ce que le salaire est un gros sujet? Bah, a priori, ils vont vous dire oui, non, pas forcément, l'enjeu est ailleurs. OK. Est-ce que si vous trouvez quelqu'un qui est un peu plus junior que votre DAF en place, mais qui est évolutif et qui répond au cahier des charges, est-ce que c'est un problème? Ah bah non, 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 c'est sûr que on a besoin d'avoir des compétences bien ficelées parce que c'est des gros enjeux, mais non, non, ce serait pas un problème si les compétences étaient là. OK. Et là, troisième déminage, est-ce que vous avez déjà fonctionné un petit peu en télétravail? Est-ce que c'est un sujet pour vous complètement bloquant de travailler un petit peu en télétravail?
Et encore une fois, on ne parle pas de vous, on parle de eux, de leurs habitudes à eux. Oh, ben on l'a jamais fait, mais bon, faudrait qu'on s'y mette un jour. Ok, là, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez de déminer 3 objections. Et on va y revenir après. Et je vois que le temps passe, et ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Et c'est pas grave, on va aller au bout. Donc voilà, vous avez fait le contexte, vous avez fait les besoins, vous avez fait les contraintes. Vous avez déminé vos contraintes, les objections qui vont être issues de vos contraintes à vous. Ok. Et bien au bout d'un moment, la suite, c'est quoi? C'est la proposition. Donc en vente, on va appeler ça la proposition globale chiffrée. Ça veut dire, ok, là vous allez récapituler. Vous allez dire, bah écoutez, si j'ai bien compris, en ce moment, vous êtes dans tel contexte. En ce moment, si j'ai bien compris, vous êtes en galère de DAF et vous avez un besoin urgent de recruter pour ce rachat. Et ça vous permettra de doubler votre chiffre d'ici 2 ans et de satisfaire votre actionnaire. À cette question, vous devez obtenir un oui. Si vous n'avez pas de oui, c'est un peu la cata et c'est que vous avez mal fait votre étude. Ok, je comprends aussi que ce recrutement ne peut se faire qu'en respectant vos contraintes, qui sont les comptables, le contrôle fiscal et je ne sais plus quoi que j'ai déjà un peu oublié. Peu importe. Que vous avez vos comptables qui sont fatigués, que vous avez votre DAF, vous ne savez pas si elle reviendra ou pas, et qu'il y a le contrôle fiscal en cours. Donc ce recrutement ne pourra se faire qu'en tenant compte de ces contraintes-là. Et là, encore une fois, la personne va forcément vous dire oui, parce que c'est la vérité. Et si elle vous dit non, c'est qu'il y a un gros problème d'étude du besoin. Vous avez eu un premier oui, vous avez un deuxième oui. Et c'est là que vous intervenez enfin avec votre proposition. Et c'est seulement là. Donc au final, c'est le dernier pourcentage de l'entretien, le truc. C'est OK, bah écoutez, moi je vous propose de vous rejoindre en tant que DAF en CDD pour que d'ici 1 an, on ait pu faire ce rachat. Ça prendra peut-être un petit peu de temps compte tenu de la situation. Peut-être que c'est pas dans 3 mois qu'il faut racheter, mais dans 1 an. En tout cas, moi, je peux le faire avec vous. Et on va prendre en compte la fatigue de l'équipe et l'échéance fiscale en cours. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, normalement, c'est même pas normalement, là, vous devez obtenir un oui, un vrai oui. Et encore une fois, si c'est pas un oui, c'est que vous vous êtes vendu trop tôt et que vous n'avez pas bien compris ce dont ils ont besoin. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste que vous répétez en mode perroquet un besoin énorme qu'ils ont et vous leur apportez la solution. Et ils ne peuvent pas dire non. Parce que vous apportez la solution face à un truc qui a été tranquillement établi étape après étape. Et encore une fois, s'ils disent non, ça arrive. Mais c'est dans ce cas-là, OK, qu'est-ce que j'ai mal compris? Vous repartez dans un cycle de questions et vous vous revendrez après. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt à vous vendre, en fait. Et donc, là, vous obtenez un oui. En cas de non, vous reposez des questions, mais on va dire que vous avez eu un oui. Et donc, c'est là qu'il va se poser deux nouvelles questions. Ils vont vous dire, OK, donc oui, en effet, vous avez raison. Ce que vous nous proposez, c'est bien pour nous. C'est ça qu'on cherche. Vous avez bien compris mon besoin. Merci. Et là, ils vont vous dire, en revanche, combien ça va nous coûter tout ça? Quelles sont vos prétentions salariales? Ça va forcément commencer à parler argent, normal. Et aussi, comment vous comptez vous y prendre? Là, c'est des belles paroles. Vous avez bien compris mon besoin, vous dites que vous pouvez y répondre. Comment vous allez faire? Et c'est là que vous allez expliquer. Vraiment, là, il n'y a pas de place pour le bullshit. Hein, c'est d'expliquer comment vous allez vous y prendre. Bah, écoutez, avec tout ce que vous me dites, et ça, c'est votre expertise qui va parler. Hein, avec tout ce que vous me dites, je pense que je vais d'abord commencer par reprendre pendant 3 mois les comptables. En même temps, je vais garder au chaud cette boîte à racheter. Je vais demander un délai supplémentaire à l'administration fiscale compte tenu du contexte, etc., etc. Et vous allez rassurer sur comment vous allez vous y prendre. Et comme vous êtes expert de ce que vous faites, normalement, vous aurez les réponses à ça. Et j'aurais dire, si vous n'avez pas les réponses, c'est que vous ne méritez pas le job, entre guillemets, et c'est que c'est pas le bon truc, quoi. Et puis, la deuxième question, c'est combien ça va nous coûter tout ça? En gros, quelles sont vos prétentions? Et c'est là qu'il faut être capable de chiffrer les choses en disant, bah, écoutez, moi, je vaux tant, et ce que je vous vends, c'est pas mon coût, c'est mon coût face à l'atteinte de votre objectif. Mon coût en face du fait que vous doublez votre chiffre dans 2 ans. Mon coût n'est que la conséquence des objectifs que vous avez. Mon coût va vous permettre d'atteindre, de gagner beaucoup plus en atteignant vos objectifs. Et ça, c'est vrai pour un DAF, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui travaille sur une ligne de production. Tout est comme ça. Même si là, c'est une usine à gaz
sur un poste où au final, il y a moins de qualifications, mais n'empêche que c'est la même logique. C'est une logique universelle, tout ça. Et là vont arriver les objections. Et donc, c'est mon dernier point. À ce stade, vous avez reformulé le besoin, le contexte, les besoins, les contraintes. Vous avez fait votre proposition. Vous avez eu un début de OK, ça peut nous intéresser, mais là, comme tout client, comme tout recruteur, il y a les objections qui vont arriver, les petites bombes là. Et donc, c'est normal, ça fait partie du jeu. On ne veut pas acheter trop tôt, on veut discuter le bout de gras et c'est normal, c'est humain. On ne va pas faire un choix comme ça immédiat. Même si au fond, ils sont déjà convaincus, il va y avoir des objections. Avant d'acheter, je fais un dernier petit mouvement de recul pour mieux acheter ou pour gratter un truc ou pour m'assurer vraiment que je ne suis pas en train d'aller trop vite. Et donc, ces objections, ça leur permettra de gagner du temps et aussi de vous tester un peu. Donc, je sais pas, j'ai pris 2 objections au hasard. Pardon. Une objection assez classique, c'est « Ok, dis donc, vos prétentions salariales, c'est un peu cher. C'est cher, dis donc. On n'a pas prévu de dépenser autant pour ce recrutement. » Et c'est là que vous pouvez faire 2 choses face aux objections. La première, c'est de revenir à votre déminage que vous avez démarré plus tôt. Souvenez-vous, vous aviez posé la question, bien avant de vous vendre, vous aviez posé la question, compte tenu des enjeux, est-ce que le budget de ce recrutement est un vrai sujet? Et vous avez répondu non. On est tellement en galère, il y a tellement d'enjeux que non, le sujet là, c'est pas l'argent. Vous pouvez les renvoyer face à ce qu'ils vous ont déjà dit. Ils se sont eux-mêmes piégés, entre guillemets, en disant bah non, ce sera pas un sujet. Donc vous pouvez revenir à ça en disant bah écoutez, quand on discutait il y a une demi-heure, au vu de l'enjeu, etc., vous me disiez que c'était pas un sujet. Pourquoi est-ce que là c'est un sujet? En quoi c'est un sujet maintenant? Et en fait, souvent ça suffit. Alors faire prendre conscience que non, en fait, c'est un réflexe, tout est toujours trop cher, mais la réalité c'est que c'est vrai que c'est pas un sujet. Deuxième façon de faire par rapport à une objection sur l'argent, c'est de recentrer par rapport à l'objectif. C'est de dire écoutez, au fond, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de mon salaire qui est 10 000 euros trop cher par an ou 5 000 euros trop cher? Est-ce que c'est ça le sujet de notre échange? Ou est-ce que c'est le fait qu'on va doubler votre chiffre d'affaires et racheter cette boîte-là dans quelques mois? Quel est le vrai sujet? Et ça, c'est très vrai en vente. Moi, je l'ai souvent vécu. Quand on arrive en closing, le client qui dit « Ah bah non, en fait, c'est trop cher ». Et de dire « Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'acheter un prix, une sorte de discount, ou vous êtes en train d'acheter un truc qui va vous permettre, vous, ensuite d'atteindre vos objectifs. Parce que si vous achetez du discount, je peux monter mes prix et vous faire 50% de remise si vous voulez juste acheter pour le principe d'acheter. Mais souvenez-vous de tout notre échange. Qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter? Vous êtes en train d'acheter, ça fait 1 heure qu'on discute en entretien, vous m'avez dit que ce que vous achetez, c'est le rachat. Ce que vous achetez, c'est le fait de doubler votre chiffre. Ce que vous achetez, ce n'est pas les 5 000 euros de salaire de plus ou de moins que ma proposition comporte. Et en général, le client ou le recruteur ou l'acheteur qui se retrouve confronté à cette réalité, qu'en fait, en effet, c'est une perte de temps de parler de ça, parce que le sujet est ailleurs. Normalement, ça devrait déminer le truc. Et d'ailleurs, il l'avait déjà déminé à l'avance parce que vous aviez pensé à le faire. Deuxième objection, par exemple, mais dis donc, vous n'avez que 35 ans et notre DAF, elle a beaucoup plus de seniorité. On a un petit peu peur que vous ne soyez pas assez affûté pour gérer les comptables et pour faire le job techniquement. Et là, c'est pareil, vous pouvez revenir en fait que vous avez déjà déminé le truc, vous pouvez dire, mais on en a parlé ça il n'y a pas longtemps, et vous m'aviez dit que si la personne avait les compétences, ce ne serait pas un sujet pour vous. Ah oui, c'est vrai, mais avez-vous les compétences? Et là, il vous appartient à vous de rassurer et de prouver que vous avez les compétences. Mais voilà, encore une fois, les objections comme ça, vous pouvez les déminer. Dernier truc, ah bah tiens, en fait, vous habitez à Nantes. Disons que ça, c'est compliqué. Bah non, parce qu'il y a 10 minutes, on a discuté et vous me disiez que vous deviez vous mettre au télétravail justement dans votre boîte. Moi, je peux être l'opportunité tranquillement de commencer à mettre un peu de télétravail dans votre entreprise. Et ce qui était une objection qui peut être vraiment un deal breaker, hein, c'est une objection, la petite bombe là que j'ai matérialisée, ça peut vraiment casser un deal si elle arrive, si elle n'a pas été déminée. En fait, c'est vraiment une mine sur laquelle vous pouvez marcher et sauter si elle n'a pas été déminée. C'est-à-dire que l'objection, quand elle a été déminée avant de vous vendre, ça va. Quand ça arrive après vous êtes vendu, ça peut vous éliminer du process. Donc voilà. Mais là, si vous pouvez rebondir, par exemple, sur le fait de dire bah oui, j'habite à Nantes et le boulot est à Paris, mais souvenez-vous de vous-même, vous m'avez dit que vous voulez passer au télétravail dans la boîte. Donc en fait, a priori, ça ne devrait pas être un sujet. Ah bah oui, c'est vrai, dit comme ça, vous avez raison.
Voilà un petit peu la logique par rapport au déminage. Et pour ce qui est du closing, eh bien, le truc, c'est de se dire qu'il faut que ce soit un succès des deux côtés. Le recruteur, lui, il se dit, c'est bon, j'ai rempli mon besoin, je vais atteindre mes objectifs. Et vous, vous avez trouvé un job et tout le monde est content. Il y aura forcément une phase de négo. Alors là, c'est là que la technique, tous les conseils des cabinets de recrutement et des RH et tout, vous rentrez en œuvre sur la forme, sur comment négocier et tout ça. Je m'en occupe pas trop là. On fera un épisode là-dessus d'ailleurs. Mais même en cas de négo, si on vous demande de rogner sur quelque chose, vous pouvez toujours recentrer maintenant, parce que vu que vous connaissez l'iceberg, vous pouvez dire, attendez, là vous êtes en train de me parler du petit détail de rien du tout de l'iceberg, alors que moi je vais vous permettre de remplir l'ensemble du truc. Attendez, mais de quoi on parle franchement en ce moment, quoi. Gardons un peu de hauteur sur notre échange, quoi. Voilà. Et donc le closing, c'est quoi? Ce que je vous propose, c'est tout simplement de finir l'entretien. Quand on vous demande si vous avez des questions et des trucs comme ça, c'est aussi tout simplement de dire, écoutez, moi je suis prêt à vous rejoindre, moi je suis prête à vous rejoindre et à vous aider à racheter cette boîte et à vous aider à doubler votre chiffre d'ici 2 ans. Moi je suis prêt. Et vous? Entre guillemets, je me tiens à votre disposition. De mon côté, je suis prêt. Et vous les laissez en mode Inception avec cette certitude que vous êtes en train de rentrer chez vous et que s'ils ne vous recrutent pas, ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Et c'est vrai. Et théoriquement, ils devraient vous courir après. Voilà. Bon, je crois que je vais accélérer un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, le point ici, c'est de se dire, il faut que le recruteur, à la fin de l'entretien, il se dise, OK, cette personne-là, là, elle rentre chez elle, mais j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin pour réussir mes objectifs à moi. Voilà. Et si elle se dit ça, normalement, c'est gagné, encore une fois. Même si c'est vous dit pas que vous êtes pris tout de suite, même s'il y a un refus, vous pouvez dire, écoutez, moi, je pensais vraiment que je pouvais être la solution à votre besoin. Vous pouvez argumenter. Et normalement, ça va quand même plutôt dans le bon sens, tout ça. En revanche, il est possible que vous ne soyez pas la bonne personne. C'est-à-dire que vous ne répondez pas aux besoins. Et dans ce cas-là, j'ai juste envie de vous dire, relax, c'est que c'était pas le bon job, vous en trouverez un autre, quoi. De toute façon, vous trouverez un boulot. Et si vous démarrez un boulot basé sur... Si la personne voulait acheter un grille-pain et vous lui avez vendu des AirPods, vous allez devoir passer votre temps à justifier du truc et ça va être un enfer à vivre. Donc dès le début, c'est qu'il faut lâcher le truc, quoi. Moi, je l'invite à... Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire comment est-ce qu'on peut transposer ce CBC là, qui est vraiment de la technique de vente pure et dure, hein. C'est très vrai chez Darty ou des boîtes comme ça qui vont vendre des produits et des services. C'est un peu dur à transposer sur des recrutements, mais quand même, en résumé, comment on peut transposer ce truc-là à vous qui allez peut-être postuler demain dans une boîte et faire un entretien d'embauche? Ça veut dire qu'avant l'entretien, vérifiez que vous avez bien le contexte, le besoin, les contraintes. Pour ça, passez un petit coup de fil au recruteur, essayez d'en savoir plus avant l'entretien. Échangez avec des insiders, des gens qui bossent déjà là-bas. Recherchez sur Internet. Tout ça, ça ne vous sera pas reproché, ça n'est qu'un gage de sérieux. Pendant l'entretien, n'hésitez pas à élargir dès le début le débat. Alors, vous n'avez pas, vous, le lead sur l'entretien, c'est ça le problème. C'est que c'est le recruteur qui va vous imposer les questions. Mais vous avez le droit de recentrer le sujet. Par exemple, je vous prends 3 exemples. Parlez-moi de vous. Mince, moi, vous vouliez qu'il vous parle de eux et il vous demande de parler de vous dès le début. Mince, c'est trop tôt. Et là, vous pouvez dire, OK, avec plaisir, je suis content, je serais heureux de vous parler de moi et de mon parcours, mais on est quand même là pour parler avant tout d'un poste et j'ai besoin d'en savoir plus sur l'entreprise, sur votre contexte, votre besoin, vos contraintes. Est-ce que vous serez d'accord avant pour m'en dire un petit peu plus? Et en général, les gens vont accepter ça. Deuxième question piège, c'est pourquoi est-ce que, deuxième question qui arrive un peu trop tôt, c'est pourquoi est-ce que vous postulez chez nous? Là, c'est pareil. OK, je vais vous répondre, mais avant ça, j'ai réuni pas mal d'informations sur vous qui me donnent envie de postuler, mais il me manque encore beaucoup et j'aimerais qu'on discute pour valider certaines hypothèses et pour être sûr que je suis la bonne personne, etc. Donc, au lieu de dire voilà, au lieu de répondre directement, c'est de leur retourner la question. Troisième typologie de question qui va vous enfermer, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Parfois même, il y a des gens qui démarrent direct avec ça. Là, c'est pareil, c'est dire, OK, avec plaisir pour en parler, mais avant d'en parler, je veux être sûr d'avoir bien compris votre enjeu, vos besoins, etc. Est-ce qu'on peut d'abord juste finir de parler du poste? Promis, on parlera de mes prétentions salariales. Mais comme votre prix n'est que la conséquence de l'objectif,
eh bien, c'est important avant d'avoir l'objectif. Voilà. Et moi, par rapport à tout ça, pardon, il y a aussi le après l'entretien. Donc après l'entretien, c'est de faire un petit mail tout court potentiellement qui dit: «Merci pour notre échange. J'ai compris que votre contexte, votre objectif et vos contraintes, c'est ça. Voilà pourquoi je pense vraiment être la bonne personne», et proposer un call to action tout simple. Seriez-vous d'accord, enfin, seriez-vous OK pour qu'on en rediscute, ou à quel horizon de temps pensez-vous qu'on puisse rééchanger à ce sujet? Voilà. C'est juste de renvoyer un petit mail, et au lieu juste de dire merci, c'est de dire merci et voilà ce que j'ai appris et voilà pourquoi est-ce que je pense être la bonne solution, mais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité. Euh, voilà, ça fait, au fond, ça fait bientôt 1 heure et demie qu'on est sur cet épisode. C'était un peu long, je, je le savais dès le début que ça allait durer. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est de se dire que le plus dur, c'est pas l'entretien. Le plus dur, c'est d'avoir identifié la bonne offre, le bon job, où vous allez être la bonne réponse, vous, au truc. Le marché caché, il représente 70% des offres, et c'est souvent les meilleurs jobs. Donc la vraie question, c'est comment, en sachant que les offres que vous voyez en ligne ne représentent quasiment rien sur l'existant, elles ne représentent que 30% de ce qui existe, comment vous faites pour accéder aux offres cachées du marché et pour postuler là où vous avez vraiment une raison d'aller et vous allez vraiment être une solution face aux besoins des personnes. Parce que si vous êtes la réponse à leurs besoins, mais vous n'allez même pas avoir besoin de vous vendre, ils vont vous acheter tout seuls. Donc le plus dur, c'est pas de vous vendre. Le plus dur, c'est de trouver qui a besoin de vous. Une fois que vous avez ça, il n'y aura même pas besoin de se vendre. Voilà. Si j'ai besoin d'acheter un grille-pain et que je tombe sur un grille-pain, ben, je l'achète. Et c'est pareil pour un recruteur. Voilà. Donc je vous invite vraiment à garder confiance sur le fait que si ce job-là n'est pas le bon, si vous voyez que vous n'êtes pas la bonne personne et tout, bah, acceptez de lâcher le truc et aller chercher là où vraiment vous êtes vous-même et vous êtes à l'aise, etc. Parce qu'en fait, quand on a du mal à se vendre, parfois, c'est parce qu'on n'est pas la bonne personne, tout simplement. Il y a un aspect méthode, mais il y a aussi un aspect erreur de casting, quoi. Et donc, si vous pouvez vous épargner une erreur de casting, c'est pas plus mal. Et voilà, ce que je voulais conclure, donc, c'est garder confiance sur le fait que de toute façon, vous trouverez un job. De toute façon, vous finirez par réussir un entretien. Et donc, comment vous faites pour aller faire les bons entretiens auprès des bonnes personnes? Le vrai sujet, je pense qu'il est là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à me donner des conseils pour le mal de crâne à cause de l'écran. Et je vous souhaite une super semaine. Rendez-vous semaine prochaine avec un invité surprise. On va parler de micro-entreprise et de retraite, qui était notre deuxième thème sur ce qu'on avait voté comme thématique. Allez, bonne semaine à chacun, chacune. Bye.